Et oui, pour une fois, je n'attends pas trop longtemps avant de vous offrir un nouveau bestiaire de l'horreur. Faut dire que celui-ci, ça fait un bout de temps que j'avais envie de vous le proposer, mais comme il est bien moins connu que les personnages précédents, j'hésitais. Mais voilà, vous avez été tellement réceptif à l'épisode sur Art le clown de Terrifier que je peux maintenant vous proposer un autre antagoniste, moins célèbre, sans craindre que la vidéo fonctionne moins. Et en plus, notre monstre du jour a quelques caractéristiques en commun avec ce bon vieux Art, à commencer par sa condition de clown maléfique, toujours très populaire auprès de vous. Puis, cet épisode sera l'occasion de voir si vous aimez que je vous parle de personnages un petit peu moins connus, car croyez-moi, j'en ai plein dans ma besace, donc n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Bref, trêve de bavardage, aujourd'hui, je vous présente un autre clown machiavélique issu du cinéma d'horreur indépendant, et qui a le bon goût d'être européen, ce qui est plutôt rare dans cette émission. Donc, bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans ce nouveau bestiaire de l'horreur consacré à Jack, alias le Jack Stemmara en personne. Welcome to hell. So you are afraid of something after all, huh? Jack, diminutif de Jack in the Box mais également de Jack Stemmara, nom attribué au clown démoniaque, est donc bien un démon, à l'apparence plus ou moins clownesque même s'il a quelques caractéristiques monstrueuses bien visibles, à commencer par ses mains à 3 doigts semblables à des pinces ou des serres, ou son regard malfaisant et surnaturel qui ne donne aucunement envie de rire et son costume de clown transformé pour procurer du malaise. Il prend également l'apparence d'un jouet à l'effigie de clown macabre au sourire et au regard plutôt effrayant. Et s'il prend cette apparence ou qu'il porte ce nom, c'est parce qu'il est enfermé dans une boîte dont il ressort pour surprendre ses victimes, comme le fait le très célèbre jouet éponyme, le Jack in the Box. Il apparaît pour la première fois dans le film anglais Jack in the Box, réalisé en 2019 par Lawrence Fowler, et on le retrouve ensuite dans le deuxième opus du même réalisateur, sorti en 2022 et intitulé Jack in the Box The Awakening. Dans le premier film, Jack est campé par le comédien Robert Strange, alors que dans le second, c'est l'acteur James Swanton qui l'interprète et qui joue d'ailleurs aussi sa version humaine, comme nous allons le voir un petit peu plus tard. C'est donc bel et bien un personnage encore très jeune que je vous propose aujourd'hui, et qui connaîtra peut-être, voire certainement si l'on en croit les propos du réalisateur Lawrence Fowler, d'autres films dans le futur, ce qui viendra étoffer son histoire. Qu'à cela ne tienne, c'est déjà le cas pour bon nombre de personnages de mon bestiaire, donc je ne suis plus à ça près. Jack est issu du cinéma d'horreur indépendant, de petites séries B voire même de séries Z, inconnues du grand public, mais dont la popularité et la célébrité ne cessent d'augmenter auprès des fans de cinéma d'horreur. Même si les films peuvent difficilement être qualifiés de bons ou de réussis, ils rappellent la douce époque des vidéoclubs et du divertissement horrifique par excellence. Cela nous donne de petites productions attachantes auxquelles nous pardonnons les nombreux et parfois très gros défauts pour apprécier leur qualité indéniable, à commencer par leur antagoniste principal. Et donc, ce bon vieux Jack. Mais quelle est donc son histoire, à lui? Eh bien pas de panique, je te raconte ça tout de suite. Tout commence avec Didier Dubois, un clown français qui vivait au XVIIIe siècle et qui fut la proie du démon très tôt. Celui-ci lui parlait dans sa tête, en lui susurrant d'aller assassiner les membres de sa famille, et sa voix se fit de plus en plus forte à tel point qu'un jour, Didier rencontra un exorciste pour se faire aider. Mais c'était déjà trop tard, l'emprise démoniaque était trop forte. Pour protéger sa famille, Didier demanda alors à l'exorciste de fabriquer une boîte pour l'y enfermer afin qu'il ne puisse faire de mal à personne, ce que l'homme fit. Pour ensuite trahir Didier. Il attendit que le démon prenne totalement possession de son hôte humain pour pactiser avec lui et le faire sortir de sa boîte. En effet, l'homme avait toujours voulu un enfant, mais son épouse était stérile, c'était donc un rêve impossible. Eh bien, ce charmant Jack, lui, fut capable d'exaucer son souhait et donc de récompenser sa trahison. Pour autant, vous vous doutez bien que Jack n'est pas vraiment un bon gars. En bon démon, il ne se contente pas de réaliser votre vœu. Car oui, il peut exaucer à peu près n'importe lequel de vos souhaits. Vous devez donner quelque chose en échange. Et forcément, ça n'est pas quelque chose que vous avez très envie d'offrir. Voilà. Et vous allez voir, le fonctionnement des pactes avec Jack est assez particulier.
Désormais enfermé dans sa boîte, Jack pactise automatiquement avec quiconque le libère en actionnant son mécanisme, un peu à la manière des célèbres génies qui sortent de lampes. Ainsi, même quelqu'un qui ne connaît pas la nature de l'antique jouet qu'il a entre les mains et qui n'est pas au courant qu'il est en train de passer un deal, sera lié au démon à partir du moment où il fait tourner sa petite manivelle. À ce moment-là, le deal est très simple. Lorsque Jack sort, il assassine 6 personnes, mais ne touche pas celui qu'il a libéré. Une fois ces tueries accomplies, il retourne gentiment dans sa boîte. Et là, peut-être qu'une question vous vient tout de suite à l'esprit. Mais pourquoi? Là encore, c'est assez simple. L'hôte de Jack, Didier, est mortel, et le démon a besoin de tuer, de voler les âmes et la force de ses victimes afin de maintenir son corps humain en vie, et donc de garantir sa propre survie. Chaque meurtre qu'il commet lui octroie 3 nouvelles années de vie, et pour s'assurer de ne pas rester enfermé assez longtemps pour disparaître, il accepte donc d'exaucer un souhait à celui qui le libérerait. Ainsi, il espère pousser des êtres humains à partir à sa recherche, à accepter de le libérer et de l'aider à tuer 6 personnes innocentes, dans l'espoir de se voir réaliser l'un de leurs vœux, même le plus fou, avant de retourner dans sa boîte et d'attendre qu'on le libère à nouveau. En gros, c'est donnant-donnant. Et voici comment fonctionnent les pactes de façon plus précise. Au sommet de la boîte qui sert de prison à Jack, nous avons un mécanisme à base de cubes lettrés, que vous pouvez utiliser pour écrire un mot de 4 lettres. Si vous n'y touchez pas avant d'ouvrir la boîte, le mot reste Jack, et nous sommes dans le cas de figure que j'ai expliqué. Vous libérez Jack et il tue ses 6 victimes en épargnant votre vie. Sinon, vous devez trouver un mot qui résume bien votre vœu et bouger les cubes avant de libérer le démon. Comme Life par exemple, si vous avez une maladie grave et que vous voulez survivre, ou Baby si vous souhaitez un bébé. Et a priori, Jack n'est pas le démon le plus malicieux que le cinéma d'horreur nous ait donné, car il réalise vraiment le souhait de celui qu'il a appelé sans jouer sur les mots ou le retourner contre eux. Il donne ce qui a été demandé, ni plus ni moins. Du moins, ça semble être le cas dans les films, nous resterons donc là-dessus tant que la franchise ne dira pas le contraire. Du coup, à propos de sa personnalité, j'ai pas grand chose à dire sur le personnage, qui se résume à peu près au pacte qu'il fait avec ceux qu'il libère. Mais voilà quand même ce que nous pouvons en dire. La seule chose qui compte aux yeux de Jack, c'est la survie. Il tue littéralement pour garder son hôte en vie, et c'est assez rare pour un démon au cinéma d'avoir une motivation aussi naturelle, finalement. Le fait qu'il ne trahisse pas ceux avec lesquels il pactise prouve à quel point il a vraiment besoin d'eux. Maintenant, le fait que ceux qu'il libère soient responsables de 6 meurtres d'innocents reste une belle représentation du pacte faustien, de l'idée de vendre son âme en échange de quelque chose de matériel, d'obtenir quelque chose d'inestimable en échange, de la perte de leur humanité, tout simplement. Donc, nous retrouvons ce qui fait l'essence du pacte avec le diable dans la fiction depuis toujours, et c'est assez important pour que je le souligne. En dehors de ça, Jack est évidemment impitoyable et une fois qu'il s'attaque à une proie, celle-ci ne peut pas faire grand-chose et certainement pas négocier. Contrairement à beaucoup de ses homologues cinématographiques, Jack ne prononce jamais le moindre mot. On ne sait pas s'il en est incapable, mais il n'éprouve en tout cas visiblement pas le besoin de parler avec les humains, avec ses victimes comme ses libérateurs. Et même s'il est très pragmatique, en bon antagoniste de cinéma d'horreur, il aime tout de même jouer avec ses proies, les terrifier avant de les assassiner, et fait souvent durer un petit peu inutilement le plaisir. Pire encore, il lui arrive de jouer avec son libérateur en lui faisant peur à lui aussi et en le tourmentant un petit peu, juste comme ça, pour passer le temps, sachant qu'il ne peut pas le tuer et n'essayera même jamais. Évidemment, l'idée est de tenter de faire peur au spectateur à travers la frayeur des personnages, mais donc même un démon comme Jack, qui ne devrait en soi pas avoir de considération pour ce genre d'activité inutile, tombe dans ces travers un petit peu clichés, mais qui sont toujours aussi fun. On peut aussi considérer que c'est pour les mêmes raisons qu'il varie la façon d'ôter la vie à ses victimes, qu'il se permet parfois de les mutiler et de les torturer un petit peu, alors qu'il pourrait toujours opter pour les méthodes les plus rapides et efficaces. Après tout, ça reste un démon, à la base. Et donc, pour aller au bout de sa tâche, il possède évidemment quelques qualités meurtrières, dirons-nous, qui l'ont grandement aidé à faire les 12 victimes qu'il fait en 2 films. Et c'est plutôt pas mal comme body count. Comme dit précédemment, ses mains sont affublées de 3 doigts en forme de pince tranchante, qui sont ses armes principales pour mutiler, pour fendre et tuer ses victimes. Comme toujours dans ce genre de cas, il est doté d'une grande force physique et ne semble pas pouvoir être atteint physiquement par les humains qui ne peuvent lutter contre lui. Il n'y a donc jamais de combat. Sinon, il est capable de passer de sa forme de jouet à celle de monstre à peu près à volonté, même s'il ne sait pas faire grand chose en tant que Jack in the Box. Il est également capable d'apparaître et de disparaître d'un endroit à l'autre, même s'il semble limité au bâtiment dans lequel il est libéré, puisqu'il ne peut pas aller assassiner de victimes en dehors de ce lieu, ni même poursuivre l'une d'entre elles à l'extérieur. C'est d'ailleurs l'un des rares moyens de lui échapper, de s'enfuir en dehors des limites du domaine où il est capable d'agir.
Aussi, je suis obligé de parler des propriétés de la boîte dans laquelle il est enfermé, qui est indestructible déjà, mais qui semble avant tout être une porte vers une autre dimension ou quelque chose du genre. Non seulement Jack est capable d'y entrer et d'en sortir alors qu'il est clairement beaucoup trop grand pour ça, mais en plus, il peut y emporter les corps de ses victimes qui disparaissent alors à tout jamais. Enfin, il existe une autre façon de se débarrasser de lui avant qu'il n'ait assassiné ses 6 victimes et de le renvoyer dans sa boîte. Une sorte de rituel qui consiste à lui planter une lame dans le cœur et à prononcer une phrase en latin. Seulement voilà, si Jack laisse un tout petit bout de lui derrière lui dans l'opération, que ce soit un morceau de vêtement ou même de ses pinces s'il a été mutilé, le rituel ne fonctionnera pas, et il sera alors en mesure de ressortir de sa boîte pour terminer son massacre, donc il faut bien veiller à tout remettre dans la boîte pour être sûr de ne pas le voir redébarquer. Même si le meilleur moyen pour le tuer reste quand même de le laisser enfermé dans sa boîte pendant suffisamment longtemps pour que son hôte meure tout seul comme un grand. Mais ce serait moins grandiose, moins épique, tout de même. Et puis, comme souvent avec les antagonistes de films d'horreur, on peut voir en Jack un certain nombre d'hommages, voire même de métaphores, alors que le personnage, à première vue, a l'air très simpliste. Déjà, j'aime voir dans le concept de Jack un clin d'œil à Hellraiser, un autre film d'horreur anglais, même si c'est peut-être fortuit. En premier lieu, nous avons la présence du cube, qui est en réalité un mécanisme qui libère une entité surnaturelle dans notre réalité. Même si évidemment il y a plein de différences entre les deux concepts, il y a des idées communes, encore plus si l'on prend en compte le tout dernier Hellraiser, qui rapproche également la boîte de le marchand de la lampe du génie, avec cette idée d'un souhait à exaucer en définitive. Mais surtout, dans les deux films Jack in the Box, l'antagoniste semble être une allégorie de rapports compliqués entre le personnage principal masculin et les femmes de façon générale. Dans le premier épisode, Casey est traumatisée après la mort de son ex-copine dans une agression, alors qu'elle lui téléphonait pour lui demander de venir l'aider, et qu'il a délibérément choisi de ne pas décrocher car il avait la flemme, tout simplement. Depuis, il essaye de refaire sa vie, mais a du mal à se rapprocher d'autres femmes à cause de la culpabilité qu'il ronge. C'est lui qui libérera Jack par erreur, et le démon s'en prendra alors essentiellement à des femmes qu'il croise, voire côtoie, d'une façon ou d'une autre, dans le musée dans lequel il bosse. Une cliente, sa patronne, sa collègue de laquelle il tente de se rapprocher, etc. La façon dont chacune d'elles se fera tuer par Jack semble représenter la manière avec laquelle Casey détruit ses rapports et ses relations possibles avec chacune d'entre elles, en mettant volontairement une distance, une froideur entre eux. Dans la suite, c'est encore plus clair. C'est la mère de Edgar qui libère Jack car elle est atteinte d'une maladie mortelle et n'en a plus pour longtemps à vivre, et souhaite que le démon la guérisse. Comme elle est très faible physiquement, au point de ne pouvoir quitter son lit, c'est à Edgar de se charger d'apporter des victimes au clown. D'ailleurs, cette idée de mener des victimes au démon rappelle également Julia dans le tout premier Hellraiser, mais passons. Ici, nous sommes en présence d'une relation très freudienne. Edgar, quand il était jeune, a tué son père qui battait sa mère, et depuis, il fait tout pour la rendre heureuse, tandis qu'elle est hyper jalouse et possessive envers lui. Du coup, Edgar se sent inférieur à toutes les femmes qu'il croise, et certaines en sont bien conscientes, et en profitent même. Même la femme dont il se rapproche le plus se moque en réalité de lui et voit quelqu'un d'autre en secret. Dans ce second opus, Jack représente la violence et la haine que Edgar tente tant bien que mal de contenir envers les femmes. À travers le démon, il les, entre guillemets, remet à leur place, retrouve sa virilité perdue qu'il est incapable de retrouver tout seul à leurs yeux. C'est d'autant plus clair que, dans ce film, c'est bien lui qui envoie les victimes directement dans les griffes de Jack. Dans la même idée, les deux premières victimes de Jack dans le film sont un homme qui le rabaisse volontairement, lui qui a déjà une piètre image de lui-même, et un homme qui arrive à charmer l'une de ses employées, pour lequel il éprouve une certaine jalousie, vu qu'il est lui-même incapable de charmer la moindre femme. Jack est donc au moins en partie une métaphore des relations difficiles entre nos personnages masculins et la gente féminine. Par rapport à ça, il y a quelques bonnes idées de mise en scène ou de scénario qui viennent différencier nos films de la plupart des autres séries B ou Z fauchées du même type. C'est toujours bon à prendre, même si les qualités principales de Jack sont ailleurs et sont probablement un petit peu moins originales. Et je vous explique ça dans ma conclusion du jour. Jack est un beau clin d'œil de Lawrence Fowler au cinéma d'horreur qu'il aime, principalement celui des États-Unis des années 80-90. C'est l'antagoniste de slasher ou de survival surnaturel typique, pensé pour être iconique, et honnêtement, le résultat est plus que réussi. En termes d'apparence, Jack est mémorable, et ce bien qu'il existe de nombreux clowns maléfiques dans le cinéma d'horreur, ce n'est clairement pas ça qui manque. L'idée de l'associer au jouet du Jack in the Box aurait pu virer au gimmick à 2 balles ou au high concept poussif, mais comme les films ne tournent pas uniquement sur cette idée, ça fonctionne plutôt bien également, en plus de lui donner une identité unique et de l'aider à sortir du lot. C'est véritablement lui qui porte ces deux films, plutôt banals en l'état, sur ses petites épaules de clown et qui fait tout leur sel, et c'est grâce à lui que ce qui n'était à la base qu'un petit film de série B, voire de série Z, est en train de devenir une authentique franchise du cinéma d'horreur indépendant. Et finalement, je pense que le bestiaire de l'horreur doit être également pour ce genre d'antagoniste.
Certes, il n'est pas encore très populaire, il ne sera peut-être jamais vraiment connu, mais Lawrence Fowler lui a forgé une identité unique, avec sa nature particulière, son histoire plutôt originale, son design cauchemardesque qui, comme je le disais en début de vidéo, font partie des principales raisons qui nous font fermer les yeux sur les nombreux défauts de ses films. Il a pu profiter de la popularité de Pennywise pour exister dans l'univers difficile du cinéma d'horreur indépendant européen et emprunter par la suite sa propre voix. Tout ça me donne envie de l'aimer et de vous le faire aimer à vous également, plus que la simple qualité des films ne le requiert probablement. Et la réalité, c'est que pas mal de spectateurs aiment Jack, et que comme je vous l'ai dit, il n'est pas exclu qu'on le revoie à l'avenir. Et pour toutes ces raisons, Jack est devenu réel. Alors, si vous trouvez une vieille boîte à musique ou un antique Jack in the Box dans un marché aux puces ou chez un antiquaire, soyez vigilants. Vous êtes peut-être sur le point de conclure un pacte avec un terrifiant démon. Et voilà, c'est déjà la fin de ce petit bestiaire de l'horreur et j'espère qu'il vous aura plu. Laissez-moi le terminer en vous mettant un petit peu la hype, mais ce n'est pas anodin si je l'ai choisi. Le parallèle avec Hellraiser n'est pas choisi au hasard, puisque l'un de mes prochains épisodes sera consacré au plus célèbre des Cénobites. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.